penses à quoi, toi, devant un tel paysage? Devant le cosmos? Ok, je sais pas ce que t'as répondu, mais maintenant autre question. À quoi penserait quelqu'un à ce même endroit 700 ans en arrière? À une époque où, de par l'absence de pollution lumineuse, la voûte céleste n'avait jamais été autant visible, mais où paradoxalement, tout ce qui s'y passait, on l'avait jamais aussi peu compris. Et où de ce fait, la seule chose en laquelle il était normal, presque rationnel de croire, c'est que tout devait s'expliquer grâce à Dieu. Voilà ce qu'on retrouve au cœur de l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Cet inconnu qu'a inspiré le ciel aux humains fut un temps. Puisque dans Orb, diffusé sur Netflix depuis fin 2024, notre point de départ, c'est l'ignorance. On sent que ce monde nous cache des choses, mais notre prisme ne nous permet pas encore de les découvrir. Sauf que ça, grâce à un enchaînement de personnages à travers le temps, c'est sur le point de changer. Et ce qui est intéressant avec chacun de ces personnages, c'est qu'on peut presque identifier le scientifique qui les a inspirés. Puisque oui, Du Mouvement de la Terre, c'est un animé qui, via plein de séquences, tente de retranscrire la réalité du combat mené pour aboutir à l'affirmation de l'héliocentrisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser cette œuvre afin de comprendre comment elle raconte brillamment l'événement qui a le plus profondément changé notre monde. Aujourd'hui, spéculation. Oubliez tout ce que vous savez sur l'astronomie, puisque le cadre est directement posé avec cet animé. C'est dans la Pologne du XVe siècle que se déroule l'histoire qu'on va suivre, et il y a quelque chose qu'on comprend très vite sur cette société, c'est que l'Église est au centre de tout. Les édifices les plus impressionnants sont religieux, de nombreux métiers comme inquisiteurs ou théologiens sont à son service, et enfin, l'école enseigne ce qu'on trouve dans la Bible. Voilà pourquoi, quand sous un ciel étoilé, un adulte demande à un enfant très intelligent de lui dessiner un schéma de notre univers, eh bien le jeune Rafale, 12 ans, premier de sa classe, se saisit d'un bâton pour dessiner sur le sable, ses traits sont complexes mais précis, et il finit par arriver à ce résultat. Un schéma où on voit la Terre au centre de l'univers et où tous les autres astres font des mouvements complexes par rapport à cette dernière. Et ce visuel n'est pas surprenant, puisque ce modèle, c'est celui qui fait l'unanimité à l'époque, c'est celui qu'on lui a enseigné à l'école au jeune Rafale. Mais alors comment en est-on arrivé là? Bah à vrai dire, cette histoire commence presque 2000 ans plus tôt. Donc là où la série se déroule vers la fin du Moyen-Âge, faut revenir à l'Antiquité pour tout comprendre, avec des modèles géocentriques comme celui d'Aristote. Des modèles qui en gros nous disent que la Terre est immobile au milieu de l'univers et que ce serait tout ce qu'il y a autour qui bouge de manière cyclique et éternelle. Un peu comme si tout ce qu'on observait de la Terre n'était qu'un film qui se répète en boucle. Et certes, c'est facile de se moquer de cette vision, mais faut bien comprendre qu'à l'époque, déjà on n'a pas du tout les moyens pour interpréter autre chose, et surtout, l'origine de cette croyance est religieuse, c'est-à-dire que ce monde que le Créateur a forgé pour nous, il l'a forcément positionné au centre même de tout l'univers. Et plus encore, il l'a placé de sorte à nous rappeler notre position, donc au point le plus bas de ce dernier, ce qui expliquerait que tout a tendance à tomber vers le centre de la Terre. Enfin, à cette époque, on ne peut pas croire que ce monde créé par Dieu n'est qu'un point perdu dans l'immensité du cosmos, une planète parmi tant d'autres, donc on se contente de la vérité d'Aristote. De toute façon, le ciel est effrayant, on doit se sentir petit et humble face à lui, à l'image du personnage d'Oxy, qui sous cet océan de mystère est tellement traumatisé que son imaginaire le pousse à y voir des yeux divins, qui le regardent et jugent de ses actions pour décider de s'il aura ou non sa place au paradis. Voilà pour l'origine de cette vision géocentrique du monde, partagée par Rafale au XVe siècle. Mais il y a quand même une chose qui interroge à ce stade. Ok, la Terre est au centre, mais c'est quoi ces boucles sur le dessin? Ça ressemble pas au modèle d'Aristote, donc ça vient d'où? La vision d'Aristote, on l'a présentée comme assez intuitive, sauf qu'évidemment, à cette époque déjà, le ciel on l'observe et surtout on en prend des notes. Une habitude qui bien vite nous permet de réaliser que Dieu a laissé des indices, semblant nous dire que notre premier modèle n'est pas au point. Et l'indice le plus évident pour le comprendre, c'est celui de la planète Mars. Oui, ça fait quelque temps que tous les soirs, Grace relève dans son carnet les positions successives de Mars dans le ciel par rapport aux constellations immobiles.
Et de base, Grace, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille, qui n'a pas eu une vie facile. Mais s'il y a bien une chose qui l'a rendu optimiste sur ce monde, c'est le simple fait que dans tout le chaos qui nous entoure, la trajectoire de Mars est rassurante. Elle semble parfaitement prédictible et continue. Il en est alors certain, encore quelques nuits d'observation et son tracé se refermera en un cercle parfait. Enfin, ça c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce fameux soir, où après avoir constaté un ralentissement de la trajectoire, il finit complètement brisé en réalisant que la trajectoire de Mars fait un retour en arrière. Alors oui, cette histoire de cercle parfait est fictive, mais l'événement auquel on fait référence ici, c'est un phénomène qui a été décisif dans notre quête pour comprendre l'univers. Je parle bien sûr du mouvement rétrograde de la planète Mars. Ok, imagine-toi dans une plaine dégagée de Pologne, il est 2h du matin, c'est la fin de l'été, et tu décides de pointer ton regard vers la planète Mars. Elle t'apparaîtrait alors à peu près comme les autres étoiles, et si maintenant t'accélérais le temps pour faire passer la nuit, tu verrais qu'effectivement, Mars semble bouger au même rythme que le reste jusqu'au petit matin dans le ciel. Puis bien sûr, si tu répétais cette observation chaque soir, tu verrais systématiquement ce time-lapse, ce déplacement des astres d'est en ouest dans le ciel. Un mouvement dont l'explication est très simple pour nous, c'est-à-dire qu'au début, on voit Mars sous un certain angle, puis comme la Terre tourne sur elle-même au cours de la nuit, eh bien ce qu'il y a dans le ciel paraît se déplacer dans l'autre sens, et ainsi, chaque nuit, on observe ce mouvement apparent des astres dans le ciel. Alors, tout ça c'est bien beau, mais ce premier type de mouvement apparent du cosmos, il ne nous apprend pas grand-chose par rapport à un deuxième type de mouvement qu'on peut observer. Je parle bien sûr du même mouvement que celui que constate notre personnage, celui que l'on voit en faisant apparaître les constellations et en fixant cette fois-ci une heure d'observation pour faire varier les jours. C'est-à-dire que jour après jour, en venant tous les soirs à cette même heure faire une photo du ciel, eh bien on constate, comme vous le voyez à l'écran, que Mars semble cette fois-ci avoir un mouvement distinct de celui des étoiles lointaines. Elle avance de constellation en constellation avec les jours qui défilent. Et encore une fois, ce phénomène, pour nous qui connaissons la structure de notre système solaire, il est parfaitement compréhensible. C'est-à-dire que notre observateur sur Terre, eh bien toutes les 23h56, il revient à la même position d'observation. Et ce faisant, il constate que déjà, l'arrière de la fresque, incarnée par cet écran de constellation sur notre schéma, reste toujours identique, c'est normal, c'est les étoiles lointaines, ça bouge pas. Mais qu'en revanche, comme on le voit avec ces projections qui représentent ce qu'on voit de la Terre, eh bien la position de Mars change d'un soir à l'autre. Mars se déplace sur cet écran de constellation. Donc Mars se déplace, mais en plus, il semble qu'en faisant l'exercice assidûment sur une grande plage de temps, Mars semble se déplacer tout droit, de manière noble, comme si elle accompagnait notre mouvement. Et on comprend alors que c'est à ce mouvement pur de Mars dans le ciel que faisait référence le cercle parfait tracé par Grace dans son carnet. Mais le truc, c'est qu'on sait bien comment elle se termine l'histoire de Grace. Son tracé ne se refermera jamais en un cercle parfait, puisque Mars finira par repartir dans le sens opposé. Or justement, si nous aussi on retourne dans notre champ pour poursuivre nos mesures, eh bien on constatera bien vite qu'alors qu'elle semblait aller tout droit depuis un certain temps, eh bien à l'approche de la constellation des Gémeaux, Mars commence mystérieusement à ralentir, pour finir par s'arrêter sur la constellation du Cancer, et enfin revenir en arrière en formant une boucle. Un phénomène qu'on appelle la rétrogradation de la planète Mars. Et cette simple observation, elle remet absolument tout en cause, puisqu'à présent c'est sûr, les modèles de l'Antiquité comme celui d'Aristote, qui ne prévoient pas ce type de mouvement rétrograde pour les planètes, sont forcément faux. Ceci dit, pour la véritable explication de ce phénomène de rétrogradation, ce sera en fin de vidéo, car ça arrive bien plus tard. Mais tout de même, à ce stade de notre histoire, on va tâcher de l'expliquer autrement, en revenant à ces boucles sur le schéma de rafale. On peut plus faire les aveugles. Avec ce mouvement rétrograde des planètes, on doit abandonner le géocentrisme antique, mais le monde n'est pas encore prêt pour l'héliocentrisme. Voilà pourquoi, entre les deux, il y a une très longue période de l'histoire où c'est le géocentrisme de Ptolémée qui s'impose. Dans son modèle, Ptolémée place toujours la Terre au centre avec le Soleil qui orbite autour d'elle, mais pour les planètes comme Mars, il leur donne ce mouvement complexe avec des boucles, qui servent donc à expliquer le fameux mouvement rétrograde des planètes.
Sauf qu'à cette époque, on veut tout décrire avec des formes géométriques parfaites à l'image de Dieu. Or justement, comme vous le voyez, ce mouvement complexe des planètes, eh bien il est décomposable en deux mouvements simples qui ne font intervenir que des orbites circulaires. On a alors une grande orbite, appelée le déférent, sur laquelle on place une autre petite orbite, appelée épicycle. Bon après, pour que ça marche, le déférent doit pas être centré sur la Terre, mais sur un autre point. Enfin, c'est plus complexe, mais toujours est-il que ce modèle donne une très bonne description géométrique et cinématique de ce qui se passe si on prend un référentiel géocentrique. C'est-à-dire qu'il retranscrit bien une réalité, mais pas la réalité. Et en vrai, c'est déjà bien, d'autant que ça permet de réaliser les belles trajectoires que font les autres planètes par rapport à la Terre. Une vision qui rappelle bien sûr le dessin de Rafale sur le sol. Logique, puisque bien que ce dernier ait vécu 12 siècles après Ptolémée, à son époque, c'est toujours ce modèle qui est le plus populaire. Mais dans l'animé, on nous montre aussi un scientifique d'église, le comte Piast, qui travaille sur une théorie à base d'épicycles encore plus poussée que celle de Ptolémée, avec un croquis contenant des épicycles secondaires qui correspond précisément à celui d'Ibn al-Shatir, ayant contribué au XIVe siècle à corriger des défauts de la théorie lunaire de Ptolémée. Bon, je vous cache pas, c'est dur d'avoir des infos précises là-dessus, mais cet ajout est intéressant pour montrer que déjà, le modèle de Ptolémée, il avait des défauts et qu'on cherchait toujours à le perfectionner depuis le temps. Et ça rappelle aussi que cette histoire qu'on raconte, elle est très centrée sur l'Europe, mais qu'il se passait aussi des choses ailleurs dans le monde. Enfin, toujours est-il que le comte Piast, après avoir passé sa vie à chercher la vérité sur notre univers, il arrive à ce résultat qu'il sait fonctionnel, mais duquel il ne semble même pas vraiment convaincu lui-même. Mais alors quelle erreur a-t-il bien pu faire dans sa démarche ? Et bien évidemment, son problème, comme celui de ses prédécesseurs, c'est que toute sa quête de vérité était biaisée par un énorme a priori, celui de placer la Terre au centre, alors que dans une démarche où l'on recherche la vérité par la science, il faut être prêt à remettre en cause toutes les croyances établies. Sans ça, on ne peut pas atteindre la vérité. Or ça tombe bien, c'est exactement ce tempérament qu'adopte un petit groupe de personnages qu'on appelle les hérétiques, un groupe auquel le comte Piast est justement sur le point de remettre une clé symbolique. Cette scène est symbolique dans le sens où cet instant, d'une certaine manière, c'est l'Église qui accepte de tourner la page sur près de 2000 ans d'histoire. L'explication était donc simple, nous ne sommes pas si spéciaux, notre planète n'en est qu'une parmi tant d'autres, et il n'y avait aucune raison que les lois du cosmos ne se calculent par rapport à la Terre. Pour amener l'héliocentrisme, l'animé utilise une mécanique intéressante. Il n'y a pas un personnage principal, un héros qui vient avec ce modèle infaillible pour le présenter au monde sans contestation. Non, on a simplement affaire à un enchaînement de personnages apportant leur pierre à l'édifice, une passation du savoir incarnée par ce collier que remet Hubert à Rafale au début et qui continuera son parcours à travers le temps pour symboliser le cheminement de cette pensée. Une dynamique qui bien sûr rappelle la véritable histoire, où on va le voir, on a certes des personnages principaux, mais où tout s'est fait très progressivement en réalité. Par exemple, si on devait remonter dans le temps, on pourrait créditer Aristarque de Samos, considéré comme un des premiers à avoir fait une représentation simplifiée du modèle héliocentrique, alors qu'il a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ça reste anecdotique, et malgré tout, la première personne qui vient quand on parle héliocentrisme, c'est Nicolas Copernic. C'est lui le premier à proposer un vrai modèle mathématique basé sur des calculs réalisés à partir des siècles d'observation qui l'ont précédé. Et il y a plein d'aspects qui rendent hommage à Copernic dans l'œuvre. Déjà, la temporalité racontée, c'est celle où il a vécu. Ensuite, l'histoire se passe en Pologne, donc son pays d'origine. Et enfin, le plus intéressant, c'est sur la manière dont cette vérité choc sera partagée au monde. Donc oui, là je vais spoiler un peu, mais dans l'animé, la conviction des personnages, c'est que cette vérité doit être diffusée au monde via la publication d'un ouvrage racontant toute la vérité.
un livre qui s'intitule « Du mouvement de la Terre », ce qui est évidemment une référence à l'ouvrage clé de Copernic intitulé « Des révolutions des orbes célestes ». Et effectivement, cet ouvrage sera bien une révolution, mais le truc, c'est que Copernic, il était conscient de l'impact que pouvaient avoir les idées qu'il défendait à son époque. Voilà pourquoi, initialement, il se refusait de le publier de son vivant ce livre, n'en gardant pendant très longtemps que sa version manuscrite, qu'il ne montrait qu'à des personnes de confiance. Parce que oui, dans la série, l'hostilité de l'Église envers les hérétiques est évidemment exacerbée pour accentuer la tension et rendre l'histoire plus intéressante, avec notamment le personnage de Novak, face auquel moi je serais même prêt à reconnaître que la Terre elle est plate, clairement, pas de souci. Mais tout de même, il n'y a pas que de la fiction là-dedans. Les hérétiques encouraient bien de vrais risques, et on a même des exemples célèbres comme celui de Giordano Bruno, qui a été condamné à mort pour avoir, entre autres, prêché l'héliocentrisme. Enfin, tout ça pour dire qu'il dépeigne pas exactement la réalité, mais que fallait effectivement agir avec beaucoup de prudence quand on avait ses idées. D'où le fait que Copernic se refusait de publier ses travaux, et d'où aussi la préface de son livre une fois publiée, qui était écrite par un théologien et qui était clairement là pour prendre d'énormes pincettes vis-à-vis de l'Église, puisque dans cette préface, la théorie copernicienne n'y était présentée que comme une simple hypothèse mathématique destinée à faciliter le calcul de la position des planètes, alors qu'évidemment, Copernic il y voyait une vérité lui. Fin avec tout ça, on comprend mieux pourquoi Copernic ne publia son livre à grande échelle que l'année qui précédera sa mort. Une publication qui fut possible car dans le même temps, l'imprimerie avait vu le jour. Oui, le rôle de cette innovation n'est vraiment pas à négliger, comme le montre d'ailleurs très bien l'animé, puisque reproduire un livre en quantité industrielle pour le diffuser, bah ça a clairement tout changé. On se retrouve donc suite à tout ce concours de circonstances en 1543, une année où le livre de Copernic peut être tiré en 1000 exemplaires pour changer le monde. Enfin, pas vraiment, puisque de 1, le modèle de Copernic est encore perfectible, et de 2, bah le livre c'est un peu un flop au début, et il lui faudra un certain temps pour tomber entre de bonnes mains. Dans l'animé, le point de bascule qui fait accepter l'héliocentrisme au comte Piast, donc quelqu'un qui a dédié sa vie au géocentrisme, il intervient grâce à une simple observation astronomique. Grâce à cet instant où Oxy, avec sa vue saillante, confirme que la planète Vénus est bel et bien complètement éclairée par le soleil en ce soir si particulier. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée ? Et bien comme on le voit, avec le système de Ptolémée, où l'orbite de Vénus est devant celle du Soleil, bah la planète n'est pas censée avoir de phase où elle est complètement éclairée. Alors qu'avec l'héliocentrisme, lorsque Vénus est dans sa conjonction maximale, donc derrière le Soleil du côté opposé à la Terre, son éclat est censé être maximal, si bien que n'importe qui sur Terre semblerait voir une étoile qui brille plus que les autres en ces soirs si particuliers. Bon, tout ça, c'est expliqué de manière simplifiée dans l'animé, mais c'est pas anecdotique. Dans notre monde aussi, ça a été un des indices qui nous a confortés sur la voie de l'héliocentrisme. Or, est-ce que vous savez à qui on doit les premières traces d'observation des phases de Vénus ? Eh bien, on les doit à Galilée, un autre personnage principal de notre histoire. Ce personnage, il arrive plusieurs dizaines d'années après Copernic, il est très au fait des travaux de ce dernier, et il est absolument convaincu par l'héliocentrisme, dans un monde où c'est toujours prohibé pour rappel. Donc ce que va faire Galilée, c'est tenter d'apporter des preuves à ce modèle en utilisant le prisme de l'observation. Mais le problème, c'est qu'à son époque, ça fait bien longtemps qu'on utilise les mêmes techniques pour observer le ciel, donc peu de chances qu'il réussisse à faire mieux que ses prédécesseurs s'il utilise les mêmes outils. Sauf que par chance, Galilée fut l'un des premiers à entendre parler d'un tout nouvel objet, la longue vue. Et ce dernier ne se contenta pas de l'utiliser pour les fonctions imaginées par son créateur, c'est-à-dire qu'en bon scientifique, son intuition fut de l'utiliser pour observer le ciel. Une utilisation qu'il jugea convaincante, ce qui le poussa à améliorer cet outil en appliquant des principes élémentaires d'optique afin d'arriver non sans mal à construire les toutes premières lunettes astronomiques à fort grossissement. Enfin à ce stade, Galilée, il est là, avec sa petite lunette, et il observe que des trucs de fou. La lune semble avoir des reliefs, le soleil aurait des taches, apparemment 4 lunes orbitent autour de Jupiter, et donc aussi, la planète Vénus a des phases qui ne peuvent s'expliquer que par un modèle héliocentrique. Tout un savoir que Galilée regroupera dans son livre Le Messager des étoiles.
Avec Galilée, on a donc un personnage d'éther qui reprend le flambeau de Copernic des dizaines d'années après, à une époque où c'est toujours chaud, puisque l'ouvrage de Copernic avait même fini dans l'Index Librorum Prohibitum, donc les livres interdits par l'Église. Sauf que Galilée, il a vraiment la volonté de pousser le combat pour faire accepter l'héliocentrisme de son vivant. Déjà avec ses observations, on l'a vu, mais aussi en jouant de sa position. Car je vous l'ai pas dit, mais il est très proche du pape de l'époque, il a donc une influence significative pour répandre cette idée. Voilà pourquoi il décidera de publier en italien son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui grosso modo était chargé de sa conviction et avait à cœur de prouver à tous que l'héliocentrisme était le modèle le plus cohérent. Et alors oui, en étant proche du pape, Galilée se pensait sûrement plus intouchable, mais le livre fut tout de même jugé offensant pour l'Église. Voilà pourquoi il eut droit à son fameux procès en 1633, un procès à l'issue duquel, non, il ne finit pas sur le bûcher du fait de sa position, mais il lui fut tout de même interdit d'aborder de nouveau l'héliocentrisme et il dut s'exiler jusqu'à la fin de sa vie. Toujours est-il qu'à ce moment-là de l'histoire, notre idée révolutionnaire est prête à être acceptée par le monde et il ne reste qu'une chose à faire avant ça. Perfectionner ce modèle. 私は研究室へ行く。え、こんな時に何を？宇宙を完成させる。 Je vous présente Tycho Brahe, un astronome danois du XVIe siècle, et son histoire c'est un film. C'est-à-dire qu'alors qu'il a 30 ans, le roi du Danemark de l'époque lui donne l'accès complet et exclusif à une île entière, ainsi qu'une pension annuelle, et ce pour qu'il puisse faire des sciences à temps plein dans les meilleures conditions. Voilà comment sur cette île, Tycho Brahe fit construire le palais d'Uraniborg, un véritable centre de recherche avant l'heure. Il y avait un énorme observatoire, un atelier pour construire des instruments et même une imprimerie pour diffuser les travaux. Et dans ce lieu, alors considéré comme l'observatoire numéro 1 en Europe, le projet de Tycho Brahe fut tout simplement de faire la meilleure cartographie du ciel ever en utilisant des méthodes rigoureuses. Enfin, vous l'avez compris, Tycho Brahe c'était un crack de l'observation astronomique. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que parmi ses multiples observations, il est notamment celui qui a effectué les mesures les plus précises du phénomène de rétrogradation de la planète Mars, le phénomène dont on a parlé en début de vidéo. Et toutes ces précieuses mesures astronomiques qu'il avait faites de son vivant, il put les transmettre tout juste un an avant sa mort au dernier personnage décisif dans notre histoire, Johannes Kepler. Donc là, faut comprendre que Tycho Brahe, en confiant ses données à Kepler, il a l'espoir que cet excellent mathématicien puisse les exploiter afin d'enfin donner du sens à ces mesures de toute une vie. Or Kepler, qui est d'ailleurs un contemporain de l'époque de Galilée, devinez de quelle école il était. Oui, il était lui aussi de l'école copernicienne, donc la manière dont Kepler va exploiter ces données, c'est en les utilisant dans un système héliocentrique. Et ce, afin de proposer un modèle théorique du système solaire qui coïncide avec toutes les observations astronomiques qui l'ont précédé. Bon, fin du suspense, vous avez peut-être étudié les lois de Kepler au lycée, mais bien évidemment Kepler finit par atteindre son objectif. La solution, c'était de commencer par ne plus considérer les orbites des planètes comme circulaires, mais bien comme elliptiques. Et à partir de ça, d'établir les lois de Kepler. Première loi, les planètes parcourent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Deuxième loi, les planètes ne parcourent pas leur orbite à vitesse constante, mais elles accélèrent sur certaines portions du fait de la loi des aires, qui spécifie que deux aires égales sont parcourues dans des temps égaux. Et enfin, troisième loi, qui donne des relations mathématiques pour calculer la période d'une planète sur son orbite. Bref, vous comprenez que c'est avec ces lois qu'on magnifie le cosmos, puisqu'à présent, le modèle de Copernic est perfectionné et que surtout, on a enfin une explication à la rétrogradation de la planète Mars. En effet, d'un côté, la Terre est en mouvement sur son orbite, et de l'autre, Mars l'est aussi sur la sienne. Sauf que les deux ne se suivent pas exactement, puisque la Terre fait le tour de son orbite presque 2 fois plus vite que Mars. Et ça, vous pouvez comprendre ce que ça implique en suivant le point G sur ce schéma, G qui représente la projection de Mars sur l'écran des constellations. On voit alors que quand Mars est loin de la Terre, G avance et Mars donne donc l'impression d'aller tout droit dans le ciel, mais que quand les deux planètes se rapprochent, du fait de notre vitesse relative, on voit au contraire la projection de Mars sur les constellations qui se met à reculer pendant un temps. C'était donc juste ça, la rétrogradation de la planète Mars.
Déjà, j'ai trop aimé cet animé et je vous le recommande vivement si vous l'avez pas vu. C'est profond, ça fait réfléchir, c'est très bien animé et surtout donc, ça permet de creuser un peu la découverte de l'héliocentrisme, qui est vraiment un tournant de notre histoire. Puisqu'à partir du moment où on a compris notre système solaire, y avait plus de limites, fallait qu'on comprenne notre univers quoi. Donc après les lois de Kepler, il y a eu les lois de Newton, etc. etc. Enfin c'est de là que partent beaucoup de choses. Et notamment cette nouvelle manière d'aborder le monde, ce prisme de plus que jamais l'observer de manière rigoureuse pour le comprendre avec la méthode scientifique, afin d'ensuite l'apprivoiser par l'usage des sciences. Enfin, à l'époque présentée, on est un peu comme à un point de rupture entre deux visions du monde qui s'opposaient. C'est un peu l'église antique contre la science. Une dualité qui est d'ailleurs omniprésente dans l'animé, représentée par le duel inquisiteur contre hérétique. Donc d'un côté des personnages qui veulent faire prospérer le cadre de l'église pour ne pas amener les dérives promises aux hommes qui s'en éloigneraient trop. Et de l'autre, ceux qui veulent penser plus loin que ces textes, ceux qui disent vouloir trouver le paradis sur terre, donc ceux qui cherchent d'autres vérités que celles de l'Église dans la compréhension du monde qui nous entoure, quelque chose qui dans l'animé nous est présenté comme une quête de liberté. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode, c'était Gotabor, out.